Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque jour pour suivre l'actualité dont voici les principaux titres. Les enjeux environnementaux au cœur de toutes les préoccupations. Après le congrès de l'UICN sur la nature et la biodiversité à Marseille la semaine dernière, c'est la mer qui a été mise à l'honneur à Nice mardi et mercredi. Le prince Albert II était aux côtés des acteurs économiques de la filière maritime française. Une double actualité pour l'association Mission Enfance. Alors qu'elle fête demain ses 30 ans, elle se bat actuellement sur le terrain en Afghanistan pour permettre aux écoles qu'elle a créées de continuer à fonctionner et permettre aux jeunes filles notamment de continuer à étudier. Nous serons avec la directrice de l'association, Domitille Lagourgue. Deux autres entités caritatives unissent leurs forces pour mettre en place des opérations de financement originales et attractives. La Fondation Princesse Charlène et Fightets Monaco ont invité plusieurs personnalités du monde du sport, notamment à prendre part à la Princess of Monaco Cup sur les greens du Montagel. Dans l'actualité sportive, nous évoquerons l'arrivée de Luca Di Grassi dans l'écurie Rocket Venturi Racing, où il rejoint Edoardo Mortara, et une moisson de titres de champion de France pour l'aviron monégasque. Le coup de cœur des lycéens, les élèves ont élu leur lauréat dont le nom sera révélé en octobre. Nous avons assisté aux délibérations. Enfin, l'artiste David Hierro expose à la GM Design Gallery. On peut y découvrir les plus beaux clichés de ce photographe qui aime tout autant les mannequins que les animaux sauvages. L'avenir de la France maritime et la préservation des océans ont donc été au cœur des débats, conférences et entretiens proposés lors des Assises de l'économie de la mer au Palais des Congrès de Nice-Acropolis. Scientifiques, chercheurs, entrepreneurs et associations étaient réunis et c'est le prince Albert II, invité d'honneur, qui a clôturé ces assises. Le reportage à Nice de Frédéric Hélion et Jean-Alexandre Dordet. 60% de la population mondiale habite à moins de 60 km des côtes. Le transport maritime par conteneur assure 80% du commerce mondial, deux chiffres qui illustrent l'importance de la mer et des océans aujourd'hui. Les activités économiques liées à la mer sont nombreuses et variées. Pendant 2 jours à Nice, les acteurs économiques et décideurs du monde maritime français se sont retrouvés à l'occasion de la 16e édition des Assises de l'économie de la mer. Le thème cette année, une relance économique sur fond de transition écologique. Alors aujourd'hui et hier, ça a été très dense. On a eu l'honneur de recevoir le président de la République hier soir, qui est resté 2 heures avec nous pour faire des points sur les différentes mesures économiques. Et puis on a des tables rondes en permanence qui sont sur les énergies marines renouvelables, sur la biodiversité, sur les protections de l'océan, mais aussi sur l'industrie navale, mais aussi sur le transport. Et puis on a la ministre de la Mer qui est restée avec nous pendant 2 jours. Donc vous voyez, c'est la rencontre acteurs privés, acteurs publics, et tout le monde échange. Ces assises sont organisées chaque année dans une ville maritime française, Brest, Montpellier, Le Havre. Tout ce qui a été présenté à Nice sur ces 2 jours a forcément un écho pour Monaco, car la principauté et la 5e ville de France partagent le même bassin de navigation et la même économie maritime. Alors oui, on a parlé navires du futur, navires téléguidés, mais on a aussi parlé nouvelles sources d'énergie pour les navires d'aujourd'hui, l'hydrogène, le gaz naturel, donc tout ce qui peut contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique. Alors, on est en plein dedans et ça nous intéresse. Les ports de Monaco sont complètement, je dirais même pratiquement en avance sur la prise en compte de l'écologie et sur le verdissement aussi de l'économie bleue. Donc, les ports de Monaco remplissent tout le cahier des charges que l'on attend aujourd'hui et vont même au-delà puisqu'on a une belle électrification des quais en particulier pour toute la plaisance et notamment la grande plaisance pour l'année prochaine, mais aussi tous les projets un peu futuristes sur lesquels on réfléchit. Le prince Albert II a clôturé ses assises avec un discours insistant notamment sur la nécessité de développer l'économie bleue et de protéger la mer. La prochaine édition des Assises de l'économie de la mer aura lieu à Dunkerque l'an prochain. Julia Vial nous rejoint pour développer les autres grands titres de l'actualité. Et le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes lance un nouvel épisode de sa campagne. Il porte sur l'égalité des sexes à l'occasion de la rentrée scolaire. Bonsoir Julia.
Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Ce nouvel épisode a pour thème l'égalité dans les activités sportives et de loisirs. Il a pour but de faire évoluer les préjugés dont sont victimes certaines disciplines, illustrées par 3 loisirs pratiqués souvent soit par des garçons, soit par des filles, la gymnastique, le rugby et la batterie. Cette campagne se base sur les statistiques du Monaco en chiffres 2021. Elles ont par exemple révélé que 66% des licenciés en gymnastique sont des filles. Dans le même schéma, 89% des licenciés Patricia en rugby sont des garçons. Cette lecture bilingue du docteur Régine Muradian, psychologue et auteur, à l'initiative de la bibliothèque irlandaise Princesse Grace. Le rendez-vous était donné hier à la bibliothèque Princesse Caroline. Le docteur Régine Muradian a pu présenter son nouveau livre pour enfants intitulé Frankie and the Wowie Bees. La psychologue a écrit ce nouvel ouvrage sur la période difficile vécue par les enfants et les adolescents pendant la pandémie. Avec cette question centrale, comment ont-ils lutté pour faire face et surtout pour rester motivés? Et puis le coup d'envoi de la semaine de la mobilité, Julia. Cet événement a pour but, Patricia, d'éveiller la conscience des Européens sur les comportements à adopter pour lutter contre la pollution urbaine. Cette dernière souhaite aussi améliorer la qualité de vie citadine. Alors à cette occasion, plusieurs animations se dérouleront au Larvoto de 10h à 18h. À savoir également que tous les bus seront offerts par le gouvernement princier le dimanche 19 septembre. Profitez-en. Demain soir, l'association Mission Enfance va fêter ses 30 ans. Un gala est organisé autour de son président d'honneur, le prince Albert II, à l'initiative de la présidente Patricia Husson. Une soirée pour couronner 30 années d'action au service de l'enfance dans des zones souvent meurtries par les conflits et les guerres. C'est le cas de l'Afghanistan. La directrice de Mission Enfance est notre invitée. Bonsoir Domitille Lagourgue. Bonsoir Patricia Navarro. Vous avez une double actualité, un anniversaire important, et puis ce terrain d'intervention que vous connaissez bien et qui est préoccupant, c'est l'Afghanistan. Quels échos avez-vous sur place de la part de vos relais ? Après l'agitation des premiers temps, quand les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul, nous étions dans une recherche d'évacuation de notre équipe locale. Et puis finalement, de discussion en discussion, ils ont décidé de rester sur place. Ce sont des Afghans. Ils ont décidé de rester sur place parce qu'il y a énormément de choses à faire dans ce pays. Et ils ont préféré agir auprès de la population. Et donc aujourd'hui, la situation dans Kaboul est relativement calme. Et dans le Panjshir, où nous avons nos écoles, c'est un peu plus tendu. On attend la fin des négociations ou des éventuels combats qui ont lieu actuellement. Donc il y a vraiment une volonté, en tout cas, de faire exister ce peuple malgré le nouveau gouvernement qui est au pouvoir. Mais de quelle manière interveniez-vous? Quel type de projet souteniez-vous? Alors vous nous avez parlé de ces écoles, hein, c'est ça, dans le Panjshir, qui est effectivement un noyau de résistance aujourd'hui avec le fils du commandant Massoud. Nous agissons essentiellement au niveau de l'éducation, donc on construit des écoles. Donc dans le Panjshir, nous avons construit 7 écoles. Nous étions en train d'en démarrer une 8e dans un petit village. Ces écoles aujourd'hui, puisqu'il y a toutes ces tensions, sont fermées. C'était des écoles pour filles et garçons. Bon, nous attendons quand même que les choses se calment dans le Panjshir, mais a priori, les écoles devraient rouvrir dans quelques temps. Je n'ai aucune date, je ne peux rien dire pour l'instant. Nous attendons. En revanche, nous avons construit un lycée pour filles et garçons à Mazar-e-Sharif, qui est une ville du nord du pays. Et donc, ils sont 2500 dans ce lycée. Et aujourd'hui, il fonctionne avec le matin les filles, l'après-midi les garçons. Mais je dirais comme ça se produisait auparavant, c'est-à-dire que rarement vous aviez filles et garçons sur les mêmes bancs de l'école. Donc nous continuons. Les filles, bien sûr, sont obligées de se vêtir d'un niqab pour aller à l'école, mais l'éducation continue à Mazar-e-Sharif aujourd'hui. Oui, donc prioritairement l'éducation. Mais face à une telle situation d'urgence, comment l'aide peut-elle évoluer ou a-t-elle peut-être déjà d'ores et déjà évolué? Alors nous avions aussi un volet sanitaire, c'est-à-dire que nous avons un médecin qui est intégré à notre équipe, qui est pédiatre et qui soigne à Kaboul et dans le Panjshir
auquel bien sûr elle n'a plus accès aujourd'hui. Mais à Kaboul, nous avons un dispensaire dans lequel cette médecin pédiatre soigne les femmes et les enfants. Il y a vraiment un gros problème alimentaire aujourd'hui sur l'Afghanistan. Donc nous participons à la sauvegarde et à la survie de ces enfants par des produits, des farines spéciales pour enfants, des médicaments qui les reboostent un peu. Et donc tous les jours, elle est dans son dispensaire, elle soigne. Elle ausculte, elle est avec une équipe d'Afghans aussi, de femmes afghanes qui soignent tous ces enfants. Nous évoquons là l'Afghanistan, mais il faut dire, Domitille Lagourgue, que vous avez tout de même à Mission Enfance des zones d'intervention qui font régulièrement la une de l'actualité, la Syrie, l'Irak. Vous allez où certains ne s'aventureraient pas, et c'est peut-être un peu lié à votre passé personnel, hein, votre vie avant Mission Enfance. Ma vie avant Mission Enfance, c'est sûr qu'elle m'a préparée en revanche à travailler en Afghanistan, puisque j'y ai vécu 2 années dans les années 80. Mais il y a aussi, bien sûr, la Syrie où nous sommes et où nous avons créé des centres pour accueillir des enfants déplacés du conflit. Et aujourd'hui, on fait beaucoup d'aides d'urgence. On distribue en fait $25 par famille. Ça paraît ridiculement bas, mais $25, c'est 1 mois d'alimentation d'une famille syrienne. Donc vous parvenez à mener tout de même à bien tous ces projets dans des zones à risque. La satisfaction doit être d'autant plus grande lorsque c'est difficile. L'objectif de Mission Enfance, c'est de permettre, tant que faire se peut, aux enfants, aux familles de rester sur place et d'essayer, lorsque la tempête sera passée, de se reconstruire un avenir. Donc ces risques-là sont surtout encourus par les équipes locales et je voudrais vraiment leur rendre hommage parce que la plupart d'entre eux sont parmi nous depuis près de 30 ans. Mais justement, parlons de ce bel anniversaire. Que d'accomplissements en 30 ans. Oui, beaucoup de travail grâce à eux, justement, grâce à aussi l'équipe de Monaco, Marie, Charlotte, et tous nos bénévoles avec lesquels on réalise tous ces programmes. C'est vrai que nous avons construit plus de 300 écoles dans une dizaine de pays depuis 30 ans. Au-delà des écoles, nous donnons de l'eau aussi, par exemple, aux populations déplacées du Burkina Faso. Nous sommes un peu sur tous les fronts en essayant toujours d'adapter notre aide vraiment aux besoins de ces populations. Donc il y a une vraie réflexion qui se fait ici à Monaco et qui est soutenue par nos donateurs de Monaco. Et ensuite, sur le terrain, avec les équipes qui, elles, connaissent parfaitement bien les enjeux, les difficultés, les besoins. Et tout ça est vraiment réfléchi, analysé. Et lorsque l'on s'engage, on va jusqu'au bout de notre engagement. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'en situation de crise, avec la Covid-19, est-ce que les choses se sont compliquées? Aujourd'hui, avec la Covid, nous sommes revenus vers une situation d'urgence. Donc, tous les derniers mois ont été consacrés à l'alimentation en Arménie, en Irak, en Syrie, au Liban. En Afghanistan, enfin sur tous nos terrains, au Burkina Faso, nous avons été obligés et contraints de faire de l'aide d'urgence. Donc on continue à les soutenir. Et c'est vrai que nos sources de financement viennent pour beaucoup de Monaco, du gouvernement princier, puisqu'il nous alloue une subvention qui nous permet, avec nos mécènes, d'envoyer 100% des fonds reçus à Mission Enfance sur le terrain. Donc ça, c'est quand même une particularité, c'est une grande chance aussi que nous avons. On a aussi des partenaires institutionnels, on a le gouvernement français qui nous soutient, les affaires étrangères, sur des constructions d'écoles. Grâce à tous ces fonds, grâce à toutes ces énergies positives, nous arrivons à soutenir environ, en moyenne, 50 000 enfants chaque année. Un très beau bilan pour ces 30 ans. Merci Domitille Lagourgue pour ce beau témoignage et cet investissement sans relâche depuis toutes ces années. Merci beaucoup, Patricia. La crise de la Covid-19 n'entame donc pas l'engagement des nombreuses associations de Monaco qui doivent se battre encore plus pour recueillir des fonds et financer leurs projets. La Fondation Princesse Charlène et Fightheads Monaco ont décidé d'avancer ensemble le temps d'une opération sportive et bon enfant sur les greens du Montagel. Yannick Debévert, Serge Prémont et Alexandre Gougassian y ont assisté. Ce matin, au golf de Monte-Carlo, 18 célébrités mêlées à des joueurs expérimentés se sont retrouvées sur les greens pour la Princess of Monaco Cup.
Deuxième édition du nom, cette année est marquée par l'association entre la Fondation Princesse Charlène et Fight AIDS Monaco, présidée par la princesse Stéphanie. L'idée, c'est de faire des joueurs qui sont mélangés avec des célébrités. Et donc, les participants achètent des équipes. Il y a un tirage au sort de célébrités qui leur sont dédiés. Et ce qui permet derrière de lever des fonds pour la fondation et cette année pour Fight AIDS. Un événement commun pour une récolte de fonds destinée à des fins bien différentes. La Fondation Princesse Charlène se concentre sur l'accessibilité aux cours de natation pour les personnes les plus isolées et les plus démunies. L'accompagnement des personnes vivant avec le VIH est quant à lui la priorité de Fight AIDS, que ce soit à Monaco, en France, mais aussi dans les bidonvilles d'Afrique du Sud. 4 projets se jouent donc au bout de chaque club de golf. Ça apporte, je crois, l'importance de la solidarité qui existe dans les associations et fondations monégasques pour l'humanitaire. Et puis bien entendu, il y a cette ambiance que l'on retrouve, qui est une ambiance conviviale, où les joueurs sont là pour une bonne cause. Et dans le but, bien entendu, de récolter des fonds. Après les 18 trous et 5 heures de parcours ce matin, la Princess of Monaco Cup a rendu son verdict. Toutefois, un 19e et dernier trou symbolique se jouera ce soir sur la prestigieuse place du Casino de Paris. Du golf à la formule électrique, il n'y a presque qu'un pas. Parmi les autres informations du jour, l'arrivée de Luca Di Grassi chez Rocket Venturi Racing. Il remplace Norman Nato, Julia. Malgré une bonne fin de saison avec une victoire à Berlin, Norman Nato ne pilotera plus pour Venturi la saison prochaine. L'écurie monégasque a en effet choisi de profiter de l'arrivée sur le marché des transferts de Luca Di Grassi. Au départ de toutes les courses depuis l'apparition de la Formule AI, Di Grassi est le champion 2016-2017. Il est aussi le recordman du nombre de podiums et de points dans la catégorie, Patricia. L'aviron monégasque a brillé au championnat de France et rentre avec 6 titres. Ce sont en effet des résultats historiques pour l'aviron monégasque avec pas moins de 6 médailles d'or et 2 d'argent. Des résultats grandioses pour la principauté dans ces championnats de France qui avaient lieu au Grau du Roi. Il faudrait d'ailleurs faire un bond dans le temps et dans les livres d'or du club monégasque d'aviron pour retrouver de pareilles performances. Les rameurs et rameuses du club monégasque tenteront de faire aussi bien aux championnats de France sur rivière qui auront lieu dans une dizaine de jours, Patricia. Des voitures historiques appartenant à la collection du Prince seront exposées ce week-end à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La principauté sera en effet magnifiquement bien représentée avec des véhicules d'époque appartenant au prince Albert II de Monaco. Mais ce n'est pas tout. Les visiteurs pourront aussi admirer une Porsche rare des années 90 qui a été restaurée par l'ancien pilote de F1 Thierry Boutsen, ainsi qu'une Shelby Cobra 289. Tous ces véhicules anciens porteront donc fièrement le drapeau monégasque et seront présentés par le pavillon Monaco à Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige. L'exposition d'automobiles aura lieu les 18 et 19 septembre prochains. L'entrée sera gratuite à tous les visiteurs sous présentation d'un pass sanitaire. C'est au mois d'octobre prochain que sera dévoilé le palmarès de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Parmi les lauréats, le coup de cœur des lycéens. Un prix qui a demandé à des élèves de Monaco de se plonger dans la lecture de plusieurs ouvrages sélectionnés pour n'en retenir qu'un. Christine Datomel et Thomas Deus étaient dans les coulisses des délibérations. Ils étaient au départ au nombre de 7 romans en lice pour se disputer le titre de coup de cœur des lycéens. Le jury littéraire composé de 22 élèves de seconde, tous issus de différents établissements scolaires de la Principauté, a départagé les 4 romans finalistes pour n'en choisir plus qu'un, celui qui sera élu coup de cœur des lycéens. Un choix important et réfléchi car les écrits abordaient des sujets graves comme Alabama 1963, écrit par Christian Niemek et Ludovic Manchette et qui abordait le racisme, le meurtre ou encore la ségrégation. Dès le début, le livre est intriguant, il y a une action dès le premier chapitre. À la fin de chaque chapitre, on a envie de continuer, on est ancré dans le livre, on veut savoir ce qui se passe après. Les personnages, ils sont très attachants, l'histoire, elle est touchante. On voit un point de vue sur les années 1970, mais pas d'un point de vue historique, plus d'un point de vue
humain avec les personnes des années 70, souvent de personnes de couleur de peau noire. Et donc c'est très très intéressant. Autre roman en lice, Mémoire de soie de Adrien Borne, Du miel sous les galettes de Rukiata Ouedraogo et Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Des livres qui ont tous séduit pour différentes raisons les élèves. Le coup de cœur des lycéens leur permettant de découvrir la littérature différemment et sous toutes ses facettes. Véritable projet pédagogique, il a pour objectif de sensibiliser les élèves au monde de l'édition et à la littérature contemporaine. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de découvrir des auteurs, mais qui ne sont pas forcément jeunes. Il y a des gens qui ont attendu une carrière professionnelle, un déclic dans leur vie, et de voir comment ils retranscrivent ça dans leurs romans, ça m'a vraiment plu. Et nous, de nous faire participer, c'est vraiment une expérience unique. Et du coup, ça nous a permis aussi de nous améliorer, de nous faire lire, de nous faire comprendre. C'était vraiment une belle expérience. Comment vous avez départagé les auteurs et les romans? Alors tout d'abord, on a préféré parler tout simplement de l'histoire, qui est assez surprenante quand on lit le livre. Et puis après, on a plus débattu sur l'auteur, la personnalité de l'auteur, comment il a écrit, le contexte historique. Le coup de cœur des lycéens sera dévoilé le 12 octobre prochain à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince-Pierre qui se tiendra à la salle Garnier. Le coup de cœur des lycéens récompense un premier roman et est doté par la Fondation Princesse Grace d'un montant de 6 000 € remis le jour de la cérémonie. David Hierro est de retour à Monaco. Le photographe, connu aussi bien pour son travail avec des mannequins que pour ses illustrations de la faune sauvage, présente une série de clichés saisissants. Alexandra Pani et Olivier Bonello l'ont rencontré. Le regard perçant comme fil conducteur du travail de David Hierro, de ces clichés il en ressort toujours une âme qui accroche le spectateur. Du grand, voire du très grand format et pour la plupart en noir et blanc. Les photographies présentées cette fois-ci en principauté sont une sélection d'œuvres iconiques du photographe écossais. I'm a photographer, I'm not a wildlife photographer, and I just try and put interesting stuff in front of my lens. Sometimes that's animals, sometimes it's people, sometimes it's a combination of animals and people. Whatever really interests me and whatever I think would interest other people, more importantly. Une photo inédite en couleur, elle, attire particulièrement le regard des visiteurs. Comme un retour dans le passé, le célèbre mannequin Cindy Crawford prend la pose devant la station-service pour l'emblématique publicité de Pepsi 29 ans après, un cliché réalisé pour la bonne cause. I took this picture about a month ago at the same gas station where Cindy shot the iconic Pepsi commercial in 1992. And the gas station hasn't changed much and neither has she. And this is the first time it's been seen anywhere in the world. So she's excited about it, I'm excited about it, and the goal is to try and raise money for pediatric cancer care. Célébrité et faune sauvage dans une mise en scène détonnante, c'est là tout le succès des clichés de David Hierro. L'exposition est à découvrir jusqu'au 6 novembre. Et avant de refermer ce journal, les prévisions météo pour la journée de vendredi. Julia, à quoi peut-on s'attendre? Êtes-vous porteuse de bonnes nouvelles? Oui Patricia, le soleil va enfin revenir sur la principauté malgré quelques passages nuageux. Les températures pourront même grimper jusqu'à 24 degrés. Vous l'aurez compris Patricia, ce vendredi sera une belle journée de septembre. Une journée pendant laquelle nous fêterons d'ailleurs les Renault. C'est la fin de cette édition. Nous allons nous quitter avec les photos du jour prises sur les hauteurs de Monaco au Montagel à l'occasion de la Princess Cup of Monaco. Des photos de Manuel Vitali. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à 19 h. Très belle soirée à vous.